Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La Banque Centrale Européenne va faire marcher la planche à billets, racheter massivement des dettes et distribuer de l'argent liquide. La mesure est historique, c'est aussi l'ultime tentative pour faire repartir la croissance dans la zone euro. Les marchés saluent un plan d'envergure. L'Allemagne appelle toutefois les États à ne pas relâcher leurs efforts. Les explications dans ce journal. Autorité, laïcité, morale, l'école fait face à d'immenses défis. De nombreuses mesures ont été annoncées par la ministre de l'Éducation. Parmi elles, la formation des futurs enseignants ou encore la mise en place d'un nouvel enseignement civique. Détails et réactions tout à l'heure. Manuel Valls répond à Nicolas Sarkozy après l'attaque hier du patron de l'UMP sur le mot apartheid. Le Premier ministre rétorque et appelle l'ex-président à penser à la France. Manuel Valls qui a aussi annoncé aujourd'hui sa volonté d'initier une politique du peuplement contre la ghettoisation et la ségrégation. Extrait à suivre. Enfin, après une semaine d'annonces, de débats et de propositions sur la lutte antiterroriste, quels changements concrets vont être à présent mis en œuvre? À quoi ressemblera le système de renseignement français? Le grand entretien ce soir avec l'ancien patron de la direction centrale du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. L'école au centre des préoccupations. Au lendemain des annonces de François Hollande pour renforcer les valeurs de la République, Manuel Valls et Najat Vallaud-Belkacem ont annoncé une série de mesures au programme. L'apprentissage de la laïcité, l'enseignement moral et civique, sans oublier bien sûr la formation des enseignants, le tout pour un montant de 250 millions d'euros sur 3 ans. Alors comment ce plan est-il accueilli par le monde éducatif? Élément de réponse avec Mounir Soussi. Le gouvernement a fait son travail en annonçant des mesures pour renforcer la laïcité à l'école. C'est maintenant aux équipes éducatives de les mettre en application sur le terrain. Les professeurs en première ligne dans cette mission ont de nouvelles directives. Mais pour ce syndicat, le ministère de l'Éducation est encore trop timide et pas assez concret sur les moyens mis à disposition. On a le sentiment qu'il fallait, et c'était normal que le gouvernement dise des choses, mais qu'on est un peu dans l'incantation, quoi. Il faut que tout le monde s'approprie les valeurs de la République, il faut que la laïcité revive, etc. Mais on ne parle pas des conditions d'études des élèves. Si on veut organiser des débats, bah oui, ça se fait dans certains types de conditions, pas à 26 ou 30 dans les classes. Le débat sur la laïcité et la liberté d'expression a parfois débouché sur des incompréhensions, mais a surtout révélé les différences de sensibilité présentes à l'intérieur des établissements. Pour faire ce travail de pédagogie sur les valeurs républicaines, les parents ont aussi leur rôle et ne doivent pas rester aux portes de l'école. Selon ce représentant, une approche trop stricte de la laïcité dessert le message. Il faut que ce soit quelque chose de vivant. Vous voyez, ce matin, il y a une maman qui m'a appelé en tant que fédération de parents d'élèves parce qu'elle a voulu rentrer dans la classe pour faire la galette des rois. Or, elle avait un voile qui n'était pas prosélyte puisqu'on voyait complètement son visage. Et l'équipe enseignante lui a demandé de soit le retirer, soit de sortir. Vous voyez bien que quelque part, et les uns et les autres, nous devons travailler ensemble pour rendre cette conception de la laïcité, en faire quelque chose de vivant et non pas quelque chose d'excluant, mais quelque chose d'incluant. Les enseignants demandent du temps pour adopter les mesures et insistent sur une amélioration de la mixité sociale dans les écoles comme première réponse à l'intolérance. Sa réponse est cinglante. Manuel Valls a réagi aux critiques de Nicolas Sarkozy qui a jugé que son utilisation du mot apartheid était une faute. On écoute la réaction du Premier ministre. Vous croyez que moi ou nous allons perdre du temps à ce type de polémique? Dans ces moments-là, tout le monde, et à commencer par les responsables politiques, et bien sûr ceux qui gouvernent, comme ceux qui hier ont gouverné, doivent être grands, pas petits, se hisser au niveau de l'exigence des Français, ne participer à aucune polémique qui vise non pas à discuter du fond de la politique, mais à briser l'esprit du 11 janvier. C'est un échec. Organisations syndicales et patronales ne sont pas parvenues à s'entendre. Celles-ci négocient depuis 4 mois pour tenter de simplifier et d'améliorer le dialogue social dans l'entreprise. C'est désormais le gouvernement qui va reprendre la main. Les détails avec Cécile Sixou.
C'était l'ultime séance et c'est un nouvel échec. Après 6 rencontres en 4 mois, syndicats et patronat n'ont finalement pas trouvé d'accord sur une réforme du dialogue social en entreprise. Nous sommes aujourd'hui obligés de constater que les parties se sont beaucoup rapprochées, mais pas suffisamment pour signer un accord. Et donc, il m'est appartenu de proposer la clôture de cette négociation. Fin des négociations. Ce matin, pourtant, rien n'était encore joué. Après quelques heures autour de la table, les syndicats attendaient la présentation en début d'après-midi d'un nouveau texte du MEDEF. Nouveau texte qui finalement n'est jamais venu. L'enseignement, il est attiré par le patronat qui a considéré dans cette négociation sur le dialogue social que la visée à poursuivre, c'était la grande braderie des droits des salariés. C'est ça qui fait l'échec de cette négociation. Parmi les points de discorde, les baisses de moyens attribuées aux représentants du personnel ou encore au CHSTC. Conséquence, le gouvernement reprend la main. Le ministre du Travail recevra syndicats et patronat la semaine prochaine pour préparer une réunion avec le Premier ministre qui se tiendra le 19 février. Voilà, et j'ajoute que dans le conflit qui oppose les routiers à leur direction, la CFDT, premier syndicat du transport, a appelé aujourd'hui l'ensemble de ses militants et salariés du secteur à la grève à compter du milieu de la semaine prochaine. Cette décision est la conséquence directe du refus de négocier les revalorisations salariales par les organisations patronales. C'est ce qu'a indiqué le syndicat tout à l'heure. Dans l'actualité ce soir, les marchés financiers saluent le retour de Super Mario. Le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, n'a pas déçu en annonçant un plan d'envergure pour relancer la croissance dans la zone euro. En rachetant massivement des dettes publiques, la BCE va ainsi injecter de l'argent liquide dans l'économie des pays de la zone euro. Au total, ce plan prévoit 1 000 milliards d'euros. Les explications de Jérôme Rabier. Le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, a encore frappé fort. L'institution rachètera des dettes publiques, un outil jusqu'ici jamais utilisé dans la zone euro. L'addition des achats mensuels des titres privés et publics s'élèvera à 60 milliards d'euros. Ils sont destinés à être utilisés jusqu'à la fin septembre 2016. L'opération sera lancée début mars et représente donc 1 140 milliards d'euros avec plusieurs objectifs. D'abord limiter le risque de déflation, c'est-à-dire la baisse des prix. Ensuite stimuler les crédits accordés par les banques aux ménages et aux entreprises. Enfin, faire baisser l'euro face au dollar pour doper les exportations européennes. Une mesure prise à la majorité des États membres, mais à laquelle l'Allemagne est opposée. Quelle que soit la décision de la Banque Centrale Européenne, cela ne doit pas nous faire dévier du chemin des réformes qui soutiennent la croissance et qui passent d'abord par les politiques nationales. La BCE a en partie rassuré l'Allemagne car seulement 20% des risques seront partagés entre les membres de la zone euro, le reste revenant à chaque pays. Et le patron de la BCE a adressé un autre avertissement. La Banque Centrale Européenne a pris des mesures aujourd'hui, mais c'est maintenant au gouvernement de mettre en œuvre les réformes structurelles. Et plus ils feront, plus notre politique monétaire sera efficace. Les bourses européennes ont en tout cas apprécié le geste de la BCE puisque tous les indices européens sont en hausse ce soir. Reste à voir sur la durée si la croissance européenne profitera de ce nouvel outil dévoilé par Mario Draghi. La suite du 22h et dans un instant, c'est le grand entretien du jeudi soir. Après une semaine d'annonces, de débats et de propositions sur la lutte antiterroriste, quels changements concrets vont être à présent mis en œuvre? À quoi ressemblera le système de renseignement français? On en parle avec l'ancien patron de la direction centrale du renseignement intérieur, Bernard Squarcini. Il est mon invité juste après le tour de l'info en France et dans le monde, préparé par Agathe Pécastin. Ce matin, les bureaux de Jean-François Copé ont été perquisitionnés par la police judiciaire. Les enquêteurs se sont rendus à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les locaux de sa mairie de Meaux et à son domicile. Des documents ont été saisis dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Big Malion. Les juges tentent de déterminer le degré d'implication de l'ancien patron de l'UMP dans la réalisation de fausses factures lors de la campagne de 2012 de Nicolas Sarkozy. Les salariés d'Air France, une nouvelle fois visés par un plan de départ volontaire. À l'issue du comité central d'entreprise réuni ce matin, la direction a présenté les secteurs touchés. 800 postes uniquement, le personnel au sol et en cabine comme les stewards.
Les pilotes sont donc épargnés. Et aujourd'hui, vu qu'ils n'ont pas fait leur part d'effort, on demande aux hôtesses, stewards, personnel seul, de payer les efforts qu'ils n'ont pas mis en œuvre. Les comptes de la compagnie aérienne sont dans le rouge. Depuis 2012, 8000 emplois ont déjà été supprimés. La cigarette électronique, 5 à 15 fois plus cancérigène que le tabac. C'est ce qu'affirme une étude réalisée par l'Université d'État de Portland aux États-Unis. La nicotine présente dans ces cigarettes formerait une substance toxique, le formaldéhyde. Les conclusions de ces recherches ont déjà été critiquées par un chercheur londonien. En août dernier, l'Organisation mondiale de la santé avait mis en garde contre les dangers du vapotage dans l'espace public. Après plusieurs jours de violence meurtrière, le président yéménite Abrabo Mansour Hadi démissionne. La capitale du Yémen, Sanaa, est le théâtre d'affrontements entre l'armée et les rebelles chiites. Le palais présidentiel est cerné par les miliciens depuis hier. Une crise politique grave auquel l'émissaire des Nations Unies semble assister impuissant. Le chef d'État du Yémen occupait cette fonction depuis 2012. L'entretien du jeudi 22h avec mon invité ce soir, il a été à la tête du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors après une semaine de propositions, de débats et d'annonces sur la lutte antiterroriste, est-ce qu'il se dégage selon vous un tout cohérent, solide pour faire face à une menace qui est aujourd'hui polyvalente et hybride? Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que des enseignements techniques, juridiques, avaient déjà été tirés de l'affaire Mera, affaire malheureuse à Toulouse. Mais c'est vrai que cette affaire avait connu une polémique politique, puisque j'entendais ce soir qu'il ne fallait pas polémiquer, mais ça me rappelle certaines choses, et était venu polluer le débat électoral. C'est dommage, car le domaine du renseignement, ça doit rester très technique. Aujourd'hui, on nous propose, dans le cadre d'un consensus national qu'il faut saluer, des aménagements, des propositions, mais ils se sont écoulés déjà 2 années et demie depuis l'affaire Mera, et c'est une affaire assez grave. Donc le catalogue des mesures proposées concerne une panoplie qui concerne davantage d'institutions que le ministère de l'Intérieur. On parle du ministère de la Justice, la prévention judiciaire jeunesse, la radicalisation dans les prisons. Et en ce qui concerne le renseignement, on nous annonce, dans le cadre d'un plan global de renforcement d'effectifs, budgétaire, triennal, certaines mesures qui sont à saluer, bien sûr. Je retiens simplement 2 choses dans ce que vous avez dit en introduction. Vous avez dit on va pas assez vite, peut-être il faut accélérer. Puis deuxième chose, on n'a pas bénéficié pendant l'affaire Mera de ce consensus national. Or aujourd'hui, il a été peut-être bénéfique pour ces mesures, Bien pour sûr. les installer. Oui. Alors non seulement cette polémique vraiment très basse est venue polluer le débat, on aurait pu en tirer des enseignements rapidement. Nous avons pu, avant la fin du gouvernement, donc Fillon-Sarkozy, tirer 3 enseignements, mais qui ne sont arrivés en termes législatifs qu'en décembre 2014. Le retour des zones de djihad, qui est une infraction, la surveillance Internet et l'infraction individuelle de terrorisme pour les individus qui frappent seuls. On avait déjà toute la matière, donc. Bien sûr, mais nous avions réfléchi également pour tout le reste. Or, il se passe énormément de temps. Hier, il y a eu Bruxelles, avant-hier, il y a eu Paris. Demain, qu'est-ce qu'il y aura? Donc il faut agir très vite. Le projet de loi concernant une loi cadre sur le renseignement qui est nécessaire pour protéger l'exercice de l'activité du fonctionnaire de renseignement, mais également encadrer son activité et lui donner plus de capacité sous contrôle du Parlement, doit être instauré très rapidement et discuté très rapidement. Je retiens que vous dites sous contrôle du Parlement. Vous dites qu'il faut aller vite, mais il ne faut pas bousculer les procédures parlementaires. Non, nous n'avons rien à cacher, premier point. Deuxièmement, la menace est réelle, multiforme, elle est galopante. Aujourd'hui, on est plutôt sur du terrorisme domestique, donc c'est chez nous, même si on doit combattre la menace qui existe à partir du djihad mondial que l'on exerce, soit au Niger, au Mali, bien sûr, nos troupes font un excellent travail, mais également en Afghanistan. Donc tout ceci est parfaitement relié, donc il faut aller très vite. Alors une menace polyvalente, hybride, dites-vous, et Bernard Cazeneuve ce soir, elle a qualifié cette menace, il parle d'une menace d'un terrorisme en libre accès. On l'écoute, il était l'invité de France 2 tout à l'heure. La menace est élevée, il faut la regarder en face. Nous sommes face à un terrorisme en libre accès, très différent de celui auquel notre pays a pu être confronté dans les années 90, lorsque des petits groupes, venus généralement de l'étranger, fomentaient et perpétraient des
attentats sur le sol national. Le travail de nos services de renseignement a permis de déjouer un certain nombre d'actes au cours des derniers mois. Donc, quand je dis vigilance maximale, ça veut dire mobilisation de tous les services qui dépendent du ministère de l'Intérieur et pas seulement. Attention à chaque signal, y compris les signaux faibles, de manière à faire en sorte que les Français soient protégés. En libre accès. Libre accès, oui. Rappelez-vous, Internet a pu développer au niveau international des relations et une propagande entre des individus qui ne se connaissent pas, qui ne se déplacent pas et qui vont peut-être se rencontrer le jour du départ pour aller sur une zone de djihad ou le jour d'une action. C'est ça aujourd'hui, mais Internet constitue en plus de ce vecteur une logistique opérationnelle pour échanger de façon cryptée, clandestine, en mesure sécurisée, des ordres opérationnels, des techniques pour fabriquer des engins explosifs ou pour préparer des actions. Donc aujourd'hui, c'est du libre accès, c'est-à-dire c'est réservé à tout le monde. Deuxièmement, si auparavant, les Français et les Européens partaient, pour nos Français, à une quarantaine par an sur les zones dites de djihad, Bosnie, Afghanistan, Irak. Aujourd'hui, il y a 1200 départs par an en famille, femmes et enfants, sur les zones de djihad qui sont la Syrie et l'Irak. Cela pose un gros problème. Ça ne veut pas dire que tous ces gens-là peuvent être dangereux, mais parmi ceux-là, il faut prévoir un contingent de 4 à 5%. Donc, libre accès, sursaut qualitatif et sursaut quantitatif. Vous avez dit tout à l'heure une loi cadre parce qu'il faut évidemment contrôler et encadrer tout simplement l'agent de renseignement. Je voulais vous prendre un exemple, l'exemple britannique par exemple. Il y a une loi cadre, sauf que le magistrat, il intervient tout de suite. Il est presque, on va dire, sur le lieu. Le modèle britannique est un modèle est le plus important, le meilleur. Pourquoi? D'abord, il y a une culture du renseignement. C'est l'intelligence. Donc c'est un vrai métier. Diplomate, service, tout le monde en fait. Deuxièmement, il y a une liaison particulière. On est au pays de l'habeas corpus. Donc c'est très important, la liberté individuelle. On est au mélange des genres, puisque nous avons une task force qui réunit le GCHQ britannique, les grandes oreilles, la Special Branch, Metropolitan Police, qui est le service de procédure, le MI5, le MI6, service de renseignement intérieur, service de renseignement extérieur, et les magistrats. Ça veut dire que lorsque produit arrive... Ils travaillent tous ensemble. Mais bien sûr, parce qu'ils sont intelligents. Ça veut dire que nous, à contrario, il y a des efforts à faire. C'est pas faute de l'avoir demandé. Mais il y a un principe de séparation des pouvoirs. Et il faut donc, parce que nous portons atteinte aux libertés individuelles, une loi. On est dans un corpus juridique où il faut la même norme juridique, de façon exceptionnelle et sous contrôle du Parlement. Alors Bernard Squarcini, pour ceux qui nous regardent, on va jeter un coup d'œil sur ce qu'est notre renseignement. Notre système est différent du système britannique et des autres systèmes. On va en parler juste après. On regarde justement ces faits et les détails avec Sophie Normand-Couturier et Louis Sibylle. Le renseignement français, ce sont 6 services coordonnés par le Conseil national du renseignement, avec en prime quelques spécificités. En France, on a des juges antiterroristes, une section particulière du parquet qui est spécialisée et qui, avant même les projets de réforme et de nouvelles lois qu'on est en train de mettre en œuvre, permettait quand même aux agents de renseignement d'avoir de grandes capacités proactives en termes d'écoute, de surveillance et de travail sur les menaces. On connaît surtout 2 grands services, la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui dépend du ministère de la Défense et fonctionne hors de France, avec notamment près de 500 agents secrets chargés de récolter des informations destinées à l'Élysée, à Matignon ou à certains ministères comme le Quai d'Orsay. Puis il y a la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Elle est placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et fonctionne sur le territoire français. Ses missions, le contre-espionnage ou encore la guerre contre le terrorisme. Au total, 13 000 personnes travaillent pour le renseignement français. Il en faudrait encore et toujours plus. Il faut évidemment des hommes. Il n'y a pas de plafond. Plus il y aura de personnel, mieux les tâches seront assumées. Le renseignement français, une organisation encore morcelée là où aux États-Unis par exemple, les services sont plus centralisés depuis le Patriot Act. Votre réaction, Bernard Squarcini? Je n'envie pas le système américain où le DNI, le coordonnateur, doit coordonner 16 agences de renseignement. Et le matin, il doit reporter au président à 8 h du matin. C'est un peu lourd comme tâche. C'est lourd. Notre chaîne opérationnelle est lourde également, pas aussi lourde que la chaîne au contraire, mais notre système est largement envié par différents services étrangers. Il faut le rappeler, alors, oui. Complètement, mais ce sont des services qui travaillent, mais il faut les aider à s'évoluer, à faire évoluer les méthodes pour faire face à l'évolution des menaces.
et des modus operandi et des techniques de l'adversaire. Car l'adversaire vous observe, il sait comment vous mettez les gens en prison, donc il s'adapte, et il faut anticiper tout cela et travailler en amont. Et j'écoutais M. Orboise qui disait il faut plus de monde. Oui, mais il faut plus de qualité aussi dans la partie analytique. Ça, c'est très important. Parce que La j'ai collecte entendu du certains dire qu'il renseignement. faut un changement, même de mentalité, de culture. Mais on n'en est pas là. D'abord, il y a une énorme collecte du renseignement qui remonte par tous les réseaux, en national, mais vous avez également tout l'apport des services étrangers. La DGSI a 170 liaisons avec différents services au niveau international. Il faut trier, il faut ensuite enrichir au niveau humain, mais également pousser l'analyse à fond, avec l'aide peut-être d'autres personnels que policiers. C'est là où il faut arriver à cette qualité pour dégager de l'analyse. Des sociologues, des spécialistes de religion, spécialistes de religion, des universitaires, des experts. Vous avez abordé un point essentiel, c'est la coopération avec les autres pays, le partage d'informations. Parlons de deux pays peut-être pour lesquels d'ailleurs cette coopération est essentielle, le Maroc et la Syrie. Deux grands pays. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons un problème diplomatique très fort avec la Syrie depuis longtemps, puisqu'il y a un problème avec le président, et avec le Maroc, dû à un refroidissement très rapide et brutal des relations diplomatiques, ce qui entraîne une absence de coopération policière judiciaire. Pour l'instant, il y a une absence de coopération. On peut le dire comme ça. Avec l'un des pays, enfin, je vais dire le plus proche et peut-être le plus important dans cette zone, avec les départs Mais pour le Maroc est aussi une terre de tourisme régulier de beaucoup de Français. Et derrière le Maroc, il y a la Mauritanie et bien sûr tous les pays un petit peu plus faibles. Donc le Maroc constitue pour nous un partenaire de qualité très performant. Il faut absolument renouer. Regardez, lorsque nous avons nos Français... On se demande, mais que fait le gouvernement alors, français? Ah ben c'est un métier. Les services sont là pour jouer les circuits de secours lorsque la coopération diplomatique ne fonctionne plus. C'est en ce sens qu'il faut renouer le dialogue avec un partenariat franc et loyal. Pour la Syrie, vous l'avez compris, nous sommes en guerre. Mais comment voulez-vous avoir les identités des 1200 djihadistes français qui passent via la Turquie, je sais bien, en Syrie, sans avoir une coopération technique opérationnelle avec le service de M. Ali Mamlouk, vous avez entendu ce que dit François Hollande et Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui répète et martèle que Bachar al-Assad n'est pas du tout un allié dans la lutte contre le terrorisme. Ben alors, on continuera vigipirate assez longtemps. Ah non, moi je ne porte pas de jugement, je vous dis comment un service de renseignement travaille. Un service de renseignement est là pour éclairer une décision, apporter une expertise. Le politique décide, c'est autre chose. Mais l'expert apporte sa compétence technique. Mais l'expert constate qu'il y a un manque important, peut-être déterminant, dans cette lutte que nous menons. Si, aujourd'hui, la menace venait de l'Algérie, comme cela a été dans les années 95, je peux vous dire aujourd'hui que la coopération avec les services algériens ne pose aucun problème vis-à-vis de nous comme vis-à-vis du Sud. C'est un choix. Alors on est passé par différents stades depuis quelques jours. Il y a eu bien sûr la tragédie, le recueillement, l'émotion, puis le débat, les annonces, etc. Qu'est-ce que vous retenez de tout cela? Quelles leçons, si on doit se revoir en 3-4 ans, comme on le fait là par rapport à l'affaire Merat, qu'est-ce que vous retiendrez de ces attentats de Paris? Alors les attentats de Paris ont surpris sans surprendre, dans la mesure où on s'attendait à un attentat majeur. On ne savait pas à peu près dans quelle période, car nous en avons évité plusieurs, mais à un moment, les mailles du filet sont trop larges. Ont été ciblés à la fois des symboles, la liberté de la presse, la police, des gens protégés, sur Paris, qui est un territoire très protégé. Donc c'est quelque chose qui fait très mal, qui est aussi importante que l'affaire Merat, bien sûr. Et aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce que l'on n'a pas eu pour pouvoir empêcher tout ceci? Et c'est là-dessus où je suis très satisfait du consensus national, mais je demande à voir la déclinaison pratique du projet de loi de façon précise, mais surtout les débats à l'Assemblée, et on verra si ce consensus existera encore dans les mêmes termes que l'on l'a vu l'autre dimanche dans la rue, qui était quelque chose de magnifique à souligner, mais je crains que déjà quelques fissures commencent à apparaître. D'un côté comme de l'autre? Non, plutôt au sein de la majorité. Au sein de la majorité? Oui. Et pas du côté, par exemple, de Nicolas Sarkozy, on l'a vu s'exprimer hier, il a pointé quelques
Alors, au-delà de la critique directe du mot de Manuel Valls, apartheid, il a dit qu'on pouvait aller plus loin. Oui, bien sûr. J'ai entendu parler d'heures supplémentaires. Oui, c'est vrai, les heures supplémentaires ne sont plus payées, donc il faut peut-être remettre ça de façon urgente. Ce sont des mesures qui sont immédiatement applicables par rapport à un texte qui sera voté, enfin, examiné à partir de mars-avril, le vote, les décrets d'application, les circulaires d'application, la formation pour les personnels, ça on est dans du moyen terme. Or, ce sont des recrutements directs d'experts qu'il faut pour affiner cette analyse. Le côté terrain, comment peut-on occuper le terrain avec davantage de fonctionnaires, avec ceux que l'on a et qui sont expérimentés, donc c'est-à-dire en les rémunérant sur leurs heures supplémentaires. C'est tout à fait simple. Il y a eu aussi des mots qui ont été utilisés, des mots lourds. J'ai cité apartheid. Il y a eu des formules choc et des mots importants comme la guerre sur notre sol, des formules martiales. Est-ce que vous pensez que le bon ton a été trouvé? Les mots sont importants dans ces moments exceptionnels. Oh, je crois que l'émotion est de mise, mais au terrorisme, c'est fait pour répandre la terreur, de façon aveugle, avec des victimes innocentes. Le but est atteint. Si depuis longtemps on a créé le dispositif Vigipirate, c'est qu'on y mêle la chose militaire pour protéger notre territoire national comme nos intérêts français à l'étranger. Mais je voudrais rajouter, aujourd'hui, quand les pays de la coalition et la France, les forces militaires françaises, frappent en Afghanistan ou au Mali ou au Niger, ce sont les mêmes cibles que nous, services de renseignement intérieur, avons comme objectif. Pourquoi? Ce sont les mêmes qui nous forment, nos djihadistes qui reviennent frapper sur le territoire français. C'est rare, mais pour une fois, il y a confusion d'objectifs, ce qui est assez exceptionnel. Qui rend la tâche et le défi très compliqué. Absolument. Alors Bernard Swaschny, comme tous les jeudis, je fais réagir mon invité à une semaine d'actualité qui est croquée en dessin par notre dessinateur Hervé Baudry. Je vous demanderai après de choisir un dessin pour commenter l'actualité. Regardez. Voilà, avec la bonne parole du pape. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine? Écoutez, je vais rester très pragmatique puisque j'ai quand même une espèce de spécialité. Je vais rester sur la boîte à outils. Oui, j'étais sûre. La boîte à outils, c'est quand même... D'abord, le dessin est magnifique, mais cela veut dire beaucoup de choses. On ne peut pas demander aux gens qui exercent cette dure profession, sont des vrais professionnels, des hommes et des femmes qui passent beaucoup de moments et de temps à pourchasser des nuisibles, on ne peut pas leur demander à élastique tendu de faire des choses sans être couverts. Et donc cette boîte à outils, pour moi, elle a un symbole. Ça veut dire qu'il faut aider ces gens qui ont besoin de ces nouveaux outils. Parce qu'aujourd'hui, si l'adversaire évolue, il faut pouvoir anticiper. C'est aussi simple que ça. Quand on nous dit les services de renseignement ont failli, ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé en anticipation. Donc plutôt que de polémiquer, donnons-leur de nouveaux outils. Voilà pour le message. Merci beaucoup Bernard Swaschny d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci de votre fidélité. On arrive à la fin de ce journal. Belle et de nuit à vous, bien sûr.